Et comment ça va? En l'an 2025, en raison de problèmes tels que le virus de la grippe et des conflits géopolitiques, le monde a plongé dans une crise massive. Les guerres sont devenues fréquentes et l'ordre s'effondre au milieu du chaos. Cependant, la Norvège est restée à l'abri des ravages de la guerre grâce à ses ressources géographiques avantageuses. Craignant que le conflit ne s'étende au sol norvégien, le Parlement a voté la promulgation d'une loi spéciale sur les catastrophes. Ils ont construit de hauts murs le long de leurs frontières, coupant tout accès au monde extérieur. Des scientifiques norvégiens ont également développé un système d'intelligence artificielle qui analyse la situation actuelle et alloue avec précision toutes les ressources. Leurs terres fertiles et leurs ressources marines abondantes ont résolu les problèmes alimentaires et énergétiques de la Norvège. Grâce à cette loi, la Norvège est devenue un refuge sûr. Un grand nombre de réfugiés se rassemblent à la frontière norvégienne dans l'espoir d'y entrer. Cependant, tous les réfugiés ne sont pas autorisés à entrer. Pour devenir citoyen norvégien, il faut être scientifique ou posséder des compétences spéciales pour obtenir ce statut. Mais à l'insu de tous, une terrible crise plane sur le pays. Lisa est inspectrice à la direction norvégienne de la gestion des ressources. Grâce à l'assistance de l'IA, le travail de gestion des ressources est assez facile. Tout le monde peut effectuer des analyses rapides rien qu'en regardant les données. En raison de l'afflux massif de réfugiés, la Norvège est confrontée à une pénurie de viande. L'ISA suggère alors de construire de nouvelles serres pour compenser en augmentant la production de légumes. Son supérieur trouve que c'est une excellente idée et l'approuve sur le champ. Cependant, au moment où Lisa et ses collègues sélectionnent un emplacement pour les serres sur la carte, le système déclenche soudainement une alarme. Un moniteur dans une ferme de saumon s'est déconnecté. 60% des protéines de viande de la Norvège proviennent de ces fermes de saumon. Si quelque chose n'allait pas avec l'une d'entre elles, cela impacterait l'approvisionnement en viande de toute la nation. Lisa vérifie les registres et découvre que la ferme est hors ligne depuis 3 jours. Elle appelle le gérant de la ferme, mais l'appel est interrompu presque immédiatement. Lisa sent que quelque chose ne va pas et déploie un drone pour enquêter en mer. La ferme semble normale, sans problème visible. Cependant, le drone repère le gérant occupé près des bassins à poissons. Elle lui demande s'il est au courant que la ferme est hors ligne. Il répond qu'il le sait et dit que c'est une propriété privée où elle ne peut pas filmer sans autorisation. Lisa est sur le point de poser des questions sur l'équipement de surveillance quand le drone perd soudainement le signal. Alors qu'elle essaie de comprendre cela, un policier arrive à son bureau. Il s'avère qu'en raison du grave problème de contrebande de réfugiés, tous les drones de Norvège ont été affectés à la frontière. L'utilisation du drone par Lisa n'était pas autorisée et c'est pourquoi la police est apparue. Elle signale l'anomalie à la ferme en espérant que la police enquêtera. Cependant, le chef refuse de coopérer, affirmant qu'il n'a pas d'ordre du département de la sécurité. Comme Lisa fait partie du département de l'agriculture, elle doit obtenir leur approbation. Avant qu'elle ne puisse argumenter, le chef révoque les privilèges de drone du département de l'agriculture et quitte le bureau. Lisa tente de rappeler le gérant de la ferme et cette fois, il décroche. Le gérant explique que la ferme est en train de changer de vaccin en ce moment, mais qu'il a pris du retard à cause d'autres affaires. Pour éviter que les données ne montrent des anomalies, il a éteint l'équipement de surveillance en temps réel. Il promet de rallumer les moniteurs dès que la vaccination sera terminée. Elle lui dit simplement de terminer la vaccination le plus vite possible, l'avertissant que si les données de la ferme ne sont pas envoyées avant 6 heures, le lendemain matin, la direction enverra quelqu'un pour enquêter. En attendant, tout le saumon de cette ferme est interdit à la récolte ou à la vente. Mais pendant qu'il parle, la ferme récolte activement le saumon. À la frontière, les réfugiés attendant l'approbation forment de longues files d'attente. Faute de compétences spéciales, la grande majorité se voit refuser l'entrée. La famille de Charlie, un biologiste du Royaume-Uni, obtient l'entrée avec succès grâce à ses références scientifiques. Cependant, pendant qu'ils attendent le traitement final, l'épouse de Charlie reçoit un diagnostic de SLA à un stade précoce. L'IA lui conseille de rester en sécurité et de profiter de la journée. Selon la loi, sa femme échoue au dépistage. Avant qu'il ne puisse réagir, des gardes entrent pour expulser sa femme de force. Charlie accourt vers elle, car si sa femme ne peut pas rester, il ne le veut pas non plus. Il choisit donc de partir avec elle. Alors que la famille s'apprête à quitter le camp de réfugiés, un passeur les arrête. Il dit qu'il connaît une route de contrebande vers le pays, mais le prix est élevé. 300 crypto-monnaies. Menée par le jeune homme, la famille arrive sur la côte nord où la contrebandière attend déjà. Charlie craint d'être trompé, mais sa femme ne veut pas laisser passer cette chance. Avant leur départ, le Royaume-Uni avait sombré dans la guerre civile et la Norvège est désormais le seul endroit sûr au monde. Après beaucoup d'hésitations, Charlie paie les frais. La contrebandière lui remet un vieux téléphone, lui disant de le garder allumé. Dans 2 jours, à 6 heures du matin, leur bateau accostera sur la côte nord de la Norvège et il devra être là pour les retrouver. Poussée par la contrebandière, la femme de Charlie est emmenée dans un véhicule,
tandis que lui et son fils montent à bord d'un bus officiel et entrent en Norvège avec succès. Pendant ce temps, Lisa attend toujours les données de la ferme. Mais le gérant n'a pas rallumé l'équipement de surveillance comme promis. Elle prend un canot pneumatique et se rend à la ferme en personne. Voyant que Lisa est réellement venue, le gérant essaie de gagner du temps, prétendant que l'équipe chargée de préparer le vaccin vient d'arriver et y travaille. Mais elle ne croit pas à ces mensonges. Citant son autorité de la direction, elle exige d'inspecter le saumon. Voyant qu'il ne peut plus l'en empêcher, le gérant laisse Lisa entrer dans la ferme. Un ouvrier apporte un saumon vivant pour prouver qu'il n'y a rien de mal avec le poisson. Cependant, elle lui dit que son poisson est malade. Le saumon a des spirales rouges autour des yeux et de la bouche et ses branchies deviennent noires. Lisa inspecte rapidement d'autres saumons du même lot et découvre qu'ils présentent les mêmes symptômes. Elle apprend par le gérant que les poissons sont malades depuis une semaine. Il a coupé la connexion avec les moniteurs car il avait peur d'être découvert. Lisa regarde derrière elle et voit que le saumon dans les bassins est dans le même état, ce qui indique qu'ils sont infectés par un type de virus. Cependant, le gérant de la ferme reste indifférent, affirmant qu'il ne s'agit que d'une maladie courante qui passera dès que le nouveau vaccin sera administré. Sans perdre de temps, Lisa court avec un échantillon au laboratoire. Les résultats des tests la perturbent, car ils découvrent un virus mutant chez le poisson. Ce virus n'infecte pas seulement les poissons, mais peut également être transmis aux humains par la consommation. Toute personne mangeant le poisson infecté développera des symptômes tels que de la fièvre et de la toux, les cas graves menant à des hémorragies sévères. Lisa vérifie les courants océaniques autour de la ferme et se rend compte qu'elle est située au début d'un courant avec 8 autres fermes et soupçonne que le virus s'est déjà propagé par l'eau. Lisa rapporte l'affaire au Premier ministre qui ordonne la fermeture immédiate de toutes les fermes de saumon. Le ministère de la Santé dépêche également des équipes pour prélever des échantillons jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Tout le saumon sur le marché est interdit à la vente et à la récolte. Il s'avère qu'une grande quantité de saumon est déjà entrée sur le marché. Une femme ayant mangé un plat à base de ce saumon développe des nausées et des vomissements. Ses amis transportent son corps à l'hôpital en urgence. L'approvisionnement en viande de la Norvège chute de 60%. Lisa se prépare donc à libérer les réserves stratégiques. Il y a 50 000 tonnes de saumon congelé stockées, assez pour approvisionner toute la Norvège pendant 5 mois. En attendant, ils devront augmenter le nombre de serres, car de nouveaux saumons ne seront pas prêts pour le marché avant une autre année. Son supérieur est frustré, car seul le Premier ministre a l'autorité d'ouvrir les réserves. Elle doit d'abord préparer un rapport. S'il n'est pas approuvé, ils devront trouver un autre moyen. Pendant ce temps, Charlie, séparé de sa femme, est entré en Norvège avec succès. En tant que botaniste, il est affecté au travail dans une serre. Dès qu'il s'installe, il se rend sur le littoral désigné et attend l'aube. Mais il n'y a aucun signe du bateau de sa femme. En mer, les contrebandiers ont été transférés sur un petit bateau Tesla. L'homme qui pilote dit à tout le monde de prendre une rame. Il s'avère qu'il se trouve dans un champ de mines, avec des mines marines éparpillées partout. Ils ne peuvent pas utiliser le moteur et doivent ramer à la main. Après ce qui semble être une éternité à ramer, le bateau passe enfin le champ de mines, mais le capitaine ne remarque pas qu'une caméra les détecte lorsqu'il allume le moteur. Un drone de la police norvégienne verrouille rapidement sa cible sur le bateau en détectant les contrebandiers. La police ordonne au bateau de rester immobile et d'attendre l'inspection par les gardes-côtes, mais le capitaine ignore l'avertissement et accélère. Après que des avertissements répétés ont été ignorés, le drone ouvre le feu. Le capitaine effectue des manœuvres évasives pour éviter les tirs, mais le bateau va trop vite et percute les récifs côtiers. Heureusement, les gardes-côtes sont à proximité et les contrebandiers blessés sont transportés d'urgence à l'hôpital. Quand la police arrive, elle trouve l'endroit débordant de patients. Il s'avère que d'autres citoyens présentent également des symptômes de nausées et de vomissements. En un jour seulement, il y a plus de 100 cas dans toute la Norvège. Grâce à des tests, les médecins trouvent le même virus du saumon dans le corps des patients. Le ministère de la Santé signale immédiatement la situation. Sachant que le poisson contaminé par le virus a commencé à se propager sur Terre, le Premier ministre norvégien lance une réponse d'urgence de niveau 1. Il ordonne le retrait immédiat de tous les produits à base de poissons des rayons et exige que tous les citoyens norvégiens subissent un dépistage. Lisa est en mer avec son assistant pour prélever des échantillons et soupçonne que d'autres poissons ont transporté le virus vers la zone de culture. Basée sur la vitesse du courant, elle calcule que l'eau dans cette zone sera renouvelée dans environ 2 semaines. Ils auraient seulement besoin de réintroduire de nouveaux alevins pour avoir le premier lot de poissons prêt d'ici la fin de l'année. Cependant, lorsqu'elle retourne au laboratoire, les résultats montrent que ni l'eau de mer proche, ni les poissons locaux ne sont porteurs du virus. Elle se demande comment le virus est arrivé là s'il n'a pas été apporté par le courant océanique. Entre-temps, elle voit le Premier ministre prononcer un discours. Récemment, les gardes-côtes norvégiens ont trouvé les corps de 2 contrebandiers morts depuis
un certain temps dans les eaux proches de la ferme. Et les médecins ont trouvé le même virus du saumon dans les corps. Actuellement, il y a des patients infectés dans 4 endroits différents en Norvège. Citant la transmissibilité et le danger potentiel du virus, le Premier ministre décide d'isoler plusieurs zones. Toutes les régions avec des cas confirmés seront bloquées sans autorisation de sortie pour quiconque. Lisa court à la ferme pour trouver des travailleurs du ministère de la Santé en train de retirer les saumons morts qui pourrissent déjà et dégagent une odeur horrible. Elle remarque les caméras de sécurité de la ferme et veut demander les images aux propriétaires. Mais en s'approchant, elle voit l'homme être transporté complètement couvert car son état est bien plus grave que celui des autres. Le ministère de la Santé entame une désinfection à grande échelle de la ferme. Pendant que l'équipe est occupée, Lisa prend l'enregistreur de surveillance de la ferme. Mais de retour à la direction, elle découvre qu'il y a un problème dans les serres de la zone agricole. Elle et son assistant courent à la serre affectée, découvrant que les tomates présentent de la moisissure noire et de la pourriture. Lisa reconnaît l'anthracnose, mais les serres ont des protocoles de stérilisation très stricts qui auraient dû empêcher l'infection. Le botaniste Charlie trouve cela aussi étrange, car dans des circonstances normales, les plantes n'attrapent pas l'anthracnose. Il soupçonne qu'un animal a apporté l'agent pathogène dans la serre et recommande une désinfection complète et un échantillonnage des tomates cueillies. Si d'autres sont également infectés, toute la serre devra être détruite. Son professionnalisme surprend Lisa et elle adopte ses suggestions en isolant la serre. Dès qu'elle finit de prélever des échantillons, Charlie reçoit un SMS. Pensant qu'il vient de sa femme, il court au point de rencontre mentionné dans le message. Cependant, en arrivant, il voit le jeune homme qui a organisé la contrebande. Il raconte à Charlie que le bateau a chaviré. Heureusement, sa femme n'est pas morte, mais elle a été blessée et transportée à l'hôpital. Ils trouveront un moyen de l'en sortir, mais ils ont d'abord quelque chose d'important à faire. Le compagnon du jeune homme prend une seringue et dit à Charlie qu'il doit être vacciné. Il s'avère qu'en raison de l'épidémie de grippe en Norvège, les autorités vérifient les registres de vaccination des nouveaux arrivants. Charlie et les autres n'ont pas reçu le vaccin norvégien et s'ils sont découverts, ils seront expulsés. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le passeur lui fait l'injection. Le problème était que ce n'était pas un vaccin. Pendant ce temps, à l'hôpital, la femme de Charlie commence elle aussi à présenter des symptômes d'infection. Des taches noires apparaissent sur son cou, accompagnées de fièvre et de toux. Les autres réfugiés qui ont été amenés présentent les mêmes symptômes et le médecin responsable se rend compte que quelque chose ne va pas. L'hôpital isole tout l'étage et place en quarantaine toutes les personnes infectées. Pendant ce temps, Lisa est soudainement convoquée au bureau du Premier ministre. Il annonce que les patients ne sont pas infectés par un virus de l'œil rouge mutant, mais par quelque chose de dizaines de milliers de fois plus terrifiant. La peste, la même peste noire qui a tué des millions de personnes en Europe il y a des siècles. Par la transmission et l'itération, le virus a évolué 7 fois. Une personne peut passer de l'infection à la mort en seulement 2 jours. En remontant à la source, les scientifiques norvégiens ont découvert que cette peste a été apportée par les contrebandiers trouvés en mer. Ils ont eu un accident pendant la traversée et se sont noyés. Leurs corps ont été emportés par les courants océaniques vers la ferme de saumon, contaminant l'eau et infectant le saumon. Le saumon, à son tour, a apporté le virus sur Terre. Par mesure de sécurité, le Premier ministre décide de fermer toute la Norvège. Toute personne n'ayant pas la citoyenneté norvégienne sera expulsée. Même ceux qui ont obtenu des visas pour leurs compétences spéciales figurent sur la liste d'expulsion. En tant qu'inspectrice à la direction, le département de Lisa sera responsable de tous les approvisionnements alimentaires pendant le blocus. Heureusement, le Premier ministre est un homme qui prévoit à l'avance. Quand le monde a sombré dans le chaos, il avait déjà stocké de grandes quantités de viande et de légumes surgelés. De quoi nourrir tous les citoyens de Norvège pendant 1 an. Alors qu'il tient sa conférence de presse, la situation dans les hôpitaux se détériore, les premiers patients infectés commencent à tousser de manière incontrôlable. Avant que les médecins ne puissent intervenir, ils subissent une hémorragie massive et meurent. Lisa se demande comment la peste est devenue si grave en quelques jours seulement et pense aux tomates, soupçonnant qu'elles ont pu être infectées par des rats. Elle court à la serre et trouve un rat mort dans un coin. Elle le dissèque et ne trouve pas de tomates dans son estomac, seulement une étrange substance noire. Lisa ramène la substance au laboratoire et y trouve le même virus du saumon, pensant qu'un rat a pu manger un saumon mort avant d'apporter le virus dans la serre. Mais elle n'arrive toujours pas à comprendre comment les tomates ont été infectées. Intriguée, Lisa contacte un virologue pour l'interroger sur le lien entre les deux. Mais après avoir attendu longtemps, le virologue ne répond pas à son appel vidéo. Elle n'a d'autre choix que de lui envoyer les données publiées par le ministère de la Santé. À peine quitte-t-elle l'ordinateur que Lisa reçoit un colis. Curieuse, elle voit qu'il vient de son ami Kenny. Elle l'ouvre pour y trouver une clé et un mot. En suivant l'adresse sur le mot, Lisa trouve un entrepôt. À l'intérieur, elle trouve une boîte remplie de disques durs.
Lisa ramène la boîte chez elle et connecte un disque à son ordinateur. En ouvrant les fichiers, elle découvre qu'ils contiennent des vidéos étiquetées avec des dates. Il les lit la vidéo la plus ancienne et Kenny apparaît à l'écran. Elle voit qu'il faisait des recherches sur des vaccins pour poissons et lit d'autres vidéos, choquée de voir la secrétaire du Premier ministre dedans également. D'après la conversation, elle découvre que Kenny semble étudier un virus. En plus de la secrétaire, Lisa voit aussi le ministre de la Sécurité dans les vidéos et les trois semblent comploter quelque chose. Au même moment, les experts norvégiens confirment par des tests que les travailleurs sont infectés par la légendaire peste. En moins de 2 semaines, il y a plus de 1000 cas dans toute la Norvège. La deuxième plus grande ville du pays, Bergen, devient l'épicentre de la catastrophe avec plus de 1000 cas en une seule semaine. Chez elle, Lisa analyse toujours les journaux de laboratoire de Kenny. Elle découvre qu'il y a un an, il a été invité à faire des recherches sur le virus mutant de l'œil rouge. Il y a 6 mois, une société appelée Alpha Pharmaceuticals a reçu une commande de 150 millions du ministère de la Santé pour produire un vaccin contre la grippe polyvalent. Ce vaccin pourrait non seulement immuniser contre la plupart des virus de la grippe, mais aussi contre la peste. Le lieu de leurs expériences était la même ferme où le moniteur s'est déconnecté. Cependant, la recherche ne s'est pas bien passée. 2 chercheurs ont été infectés pendant l'étude et sont finalement décédés. Après avoir visionné les vidéos, elle pense que cette épidémie a pu être créée. Elle devient méfiante quant au fait que le ministère de la Santé développait un vaccin 6 mois avant même l'apparition du virus. Lisa apporte les disques durs à un chef du parti d'opposition, qui reste lui aussi incrédule. Elle suggère d'enquêter sur les corps des 2 réfugiés. S'ils n'étaient pas ceux qui ont apporté la peste, cela prouverait que le Premier ministre a menti. Cependant, les 2 réfugiés ont déjà été incinérés. En apprenant qu'ils ont été éliminés, les soupçons de Lisa s'approfondissent. Sans preuve directe, le chef du parti d'opposition n'est pas sûr que les événements de la vidéo soient réels. Il dit à Lisa de protéger les données pendant qu'il enquête. En rentrant chez elle, Lisa cache tous les disques durs. Mais en se retournant, elle trouve Charlie debout derrière elle. Le Premier ministre a émis un ordre d'expulsion pour tous les résidents non norvégiens. L'épouse de Charlie était une personne infectée, donc en tant que membre de la famille, il est devenu une personne d'intérêt. Mais le pire, c'est que Charlie a découvert qu'il est également infecté par la peste. En tant que scientifique, il sait qu'il n'était pas infecté en entrant en Norvège. Charlie se souvient du vaccin que le passeur lui a injecté. Pour découvrir pourquoi il a été infecté, il cherche Lisa. Lorsqu'elle découvre que Charlie a contracté la peste, après avoir reçu une injection de vaccin, ses soupçons se confirment davantage. Elle court trouver le chef du parti d'opposition pour lui dire que quelqu'un propage intentionnellement le virus. Mais à sa surprise, il lui dit d'arrêter son enquête immédiatement. Il s'avère qu'après avoir visionné sa vidéo, il a lancé une enquête secrète, mais a été enlevé par un groupe d'hommes mystérieux. Sans son statut, il aurait probablement été éliminé. De plus, le Premier ministre a pris le contrôle de l'armée en vertu de la loi spéciale et tout le pays est désormais sous son commandement. Avant que Lisa ne puisse répondre, l'homme s'en va, l'avertissant d'être prudente car elle pourrait également être surveillée. Pendant ce temps, la secrétaire du Premier ministre, Carole, reçoit un appel du ministère de la Santé. Le vaccin contre la grippe qu'ils ont distribué est inefficace. Le virus de la peste a évolué et ils ne peuvent plus contrôler l'épidémie. Carole est surprise et dit au ministère de la Santé de rassembler rapidement des experts pour en développer un nouveau. Pour découvrir comment la peste s'est propagée, Lisa emmène Charlie dans une usine. Elle veut trouver le passeur qui lui a injecté le vaccin. Dès qu'ils sortent de la voiture, ils sont repérés par une caméra de surveillance à l'entrée et les militaires sont dépêchés sur place. Dans un coin, Charlie trouve le passeur qui s'agite et tente de le tuer. Pendant la lutte, son arme part accidentellement et il se tire dessus. À ce moment-là, l'équipe de police arrive à l'usine, fait irruption et arrête les personnes présentes. Lisa demande qu'on appelle une ambulance, mais l'équipe d'arrestation ignore le passeur blessé et ordonne à tout le monde de mettre les mains sur la tête. Contrainte par la police, Lisa n'a d'autre choix que d'obéir. Elle est emmenée dans une prison. Dès qu'elle entre, elle ressent des nausées et réalise qu'elle pourrait aussi être infectée par la peste. Ensuite, l'équipe prélève un échantillon de sang. Les militaires ont reçu un ordre du ministère de la Justice d'enquêter sur une attaque terroriste et la cible de l'enquête est elle. Il s'avère que le passeur était impliqué dans la contrebande frontalière et le trafic d'êtres humains. Les individus infectés trouvés à la ferme ont été amenés par lui. Pour cette raison, Lisa est impliquée et accusée de contrebande et de meurtre. Il soupçonne même qu'elle est le cerveau de toute l'épidémie en tant qu'attaque terroriste. Elle tente de se défendre, mais l'enquêtrice refuse d'écouter. La nouvelle de l'épidémie en Norvège est également parvenue à l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS exige que la Norvège rapporte toutes les données et divulgue la souche du virus et le nombre d'infections. En réponse, le chef du ministère de la Santé envoie un rapport. Cependant, il n'est pas précis.
garantie. L'officier prétend faussement que l'épidémie est confinée à Bergen, une région sous contrôle militaire dont tous les points d'entrée et de sortie sont scellés. Il garantit qu'ils sont capables de gérer la crise, que les scientifiques ont déjà commencé les recherches et qu'une tragédie comme celle de l'Europe il y a des siècles ne se répétera pas. À la périphérie de Bergen, dans un camp temporaire installé par les militaires, tous les citoyens infectés sont rassemblés. Ils sont plus de 1000 et leurs conditions empirent avec des fièvres élevées et de la toux. La plupart ont développé des taches noires sur leur corps. Tout ce que les médecins peuvent faire est d'administrer des antibiotiques. De retour à la prison, Lisa reçoit son rapport médical qui montre qu'elle n'est pas infectée par la peste. Alors qu'elle se demande comment c'est possible, un homme chauve entre dans sa cellule. Lisa le reconnaît grâce à sa calvitie car elle l'a vu dans la vidéo de Kenny. L'homme se présente comme un agent spécial du département de la sécurité qui veut l'aide de Lisa pour quelque chose. Si elle accepte, elle sera libérée immédiatement, mais si elle refuse, elle sera accusée d'avoir planifié une attaque terroriste à l'aide de la peste. Face à la menace, elle refuse, mais il lui dit simplement d'y réfléchir et sort avant qu'elle ne puisse répondre. Les militaires ont décrypté son ordinateur et ont trouvé certaines données des disques durs, les fichiers que Lisa avait envoyés au virologue. En apprenant qu'elle a vu les registres de recherche de Kenny, la ministre de la Santé panique, mais Carol lui dit de ne pas s'inquiéter. Elles s'occuperont de tout, car le virus itère trop vite et le vaccin est devenu complètement inutile. Le Premier ministre n'a pas d'autre choix que d'instaurer un couvre-feu. De plus, il demande à Carol de signaler la situation de l'épidémie à l'OMS, espérant impliquer les scientifiques du monde entier dans le développement du vaccin. Cependant, Carol pense qu'ils ne doivent pas rapporter toute la vérité. Le monde est un chaos et quand l'OMS développera un vaccin, ce sera peut-être 10 ans plus tard. Faire fuiter des nouvelles de l'épidémie ne ferait que semer la panique et les cotes de popularité du Premier ministre chuteraient. En prison, un médecin trouve quelque chose d'étrange chez Charlie, dont l'infection a été confirmée. D'après la progression de l'infection, il aurait dû développer des taches noires et une toux sévère il y a 2 jours, mais après une semaine, il n'a qu'une légère fièvre et de la toux. Le médecin trouve cela étrange et prélève des échantillons de sang. Pendant ce temps, l'agent du département de la sécurité rend visite à Lisa à nouveau. Le nombre de nouvelles infections en Norvège a grimpé en flèche de plus de 2000. Ils doivent développer un vaccin le plus vite possible ou tout le pays s'effondrera d'ici 3 semaines. Ils la veulent car elle était autrefois une biologiste de haut niveau et ils ont besoin de quelqu'un avec son talent. L'agent révèle également que la peste est apparue en Norvège il y a 6 semaines. Le ministère de la Santé développait effectivement un vaccin lié, mais il était conçu pour prévenir non seulement la peste, mais aussi d'autres virus grippaux. Il craignait que les réfugiés arrivant n'apportent un autre virus en Norvège. L'agent lui donne sa garantie personnelle que le Premier ministre n'a absolument aucun lien avec le virus. Quant à la manière dont il s'est propagé, il n'en est pas sûr non plus. Il dit que c'est sa dernière visite. Si elle refuse toujours, elle sera envoyée en prison la semaine prochaine. Lisa finit par céder, mais alors qu'elle est emmenée, 2 individus en combinaison de protection arrivent à la prison. Ils trouvent la cellule de Charlie et y libèrent un gaz. Après une brève lutte, il s'évanouit. Les 2 personnes entrent dans la cellule, enroulent un drap autour du cou de Charlie et se préparent à mettre en scène un suicide. Mais dès qu'elles sortent, la médecin chargée de lui arrive. Elle le détache rapidement et, après un traitement d'urgence, Charlie recommence à respirer. Craignant une épidémie dans la prison, il est transféré au camp militaire temporaire où se trouve Lisa. Il lui demande de l'aider à retrouver sa femme, mais Lisa l'informe que son épouse est décédée de l'infection la semaine dernière. Sa fille, cependant, est en sécurité et Happy a été placé dans un orphelinat. En apprenant que sa fille est en sécurité, il ressent un certain soulagement. Au cours des quelques jours où Lisa a été détenue, la peste a déjà itéré plusieurs fois de plus. Logiquement, la létalité devrait diminuer, mais la virulence de la peste n'a pas faibli, elle s'est au contraire intensifiée. Une personne ne peut survivre que 3 à 4 jours de l'infection à la mort. Lisa court au laboratoire où l'équipe teste les échantillons récemment itérés et prend l'échantillon original de saumon de la ferme. Dedans, elle trouve l'agent pathogène qui a causé la maladie du saumon. Elle suppose que la bactérie Yersinia pestis à l'intérieur est la souche originale. S'ils parviennent à l'ancrer, ils pourront développer un vaccin ciblé. Lisa demande à l'équipe d'extraire des échantillons et de les comparer à ceux des patients. D'un autre membre de l'équipe, elle apprend que la vitesse d'itération a atteint une fois toutes les 48 heures. Selon la théorie, les caractéristiques changeront toutes les 3 itérations. S'ils ne parviennent pas à une percée avant la 3e, tout le travail sera vain. C'est pourquoi le laboratoire n'a pas progressé. La vitesse d'itération semble inhabituelle et défie la logique. Lisa repense aux recherches de Kenny. Si l'agent ne lui a pas menti, le problème doit venir d'elle. Considérant la vitesse d'itération de la pestis, Lisa sent que la recherche actuelle est inutile. Ils ne pourront jamais rattraper la vitesse de son évolution. De plus, elle découvre qu'un antibiotique appelé AMR, développé par elle-même, est efficace sur les patients. Elle demande donc
que tous les médecins l'administrent aux patients. Bien qu'il ne puisse pas guérir, il peut aider à tenir quelques jours de plus. Ce mouvement surprend le Premier ministre qui la rencontre secrètement. Il est toujours convaincu que la peste a été apportée par des réfugiés. Mais Lisa ouvre le système d'IA et sort 2 fichiers. Il s'avère que la première personne infectée par la peste était le chercheur du laboratoire, Kenny. L'épouse de Charlie et les autres réfugiés ne sont arrivés que des semaines plus tard. De plus, le rapport indique que l'agent pathogène dans le corps de la femme de Charlie est identique à celui de Kenny. Mais les deux n'ont jamais eu de contact et ils mutent rapidement. Cela implique que l'agent pathogène dans le corps de l'épouse de Charlie venait de Kenny. Quelqu'un a dû lui injecter son sang. Le Premier ministre réalise que quelque chose ne va pas. Sa première pensée va vers sa secrétaire, Carol, qui doit cacher quelque chose. Il dit donc à Lisa de repartir pour le moment. Si le rapport est réellement erroné, il l'annoncera au public. Elle est soulagée de réaliser qu'il ne savait vraiment rien. De retour au laboratoire, Lisa analyse les échantillons collectés. Elle découvre que l'agent pathogène chez le saumon est en effet le même que chez les patients. À ce moment-là, elle découvre un échantillon de sang dans lequel les anticorps du patient montrent un effet inhibiteur sur l'agent pathogène. Elle localise immédiatement l'échantillon et est choquée de découvrir qu'il appartient à Charlie. Un membre de l'équipe dit qu'il semble avoir une résistance naturelle à la peste. Son état non seulement n'a pas empiré, mais montre des signes de guérison. Lisa court au camp avec l'intention de prélever plus de sang à Charlie. Mais en arrivant, elle découvre qu'il a disparu. Derrière le camp, Charlie est emmené dans un véhicule militaire par 2 hommes. Le véhicule se dirige vers le fond d'une forêt et il est traîné dehors. L'un des hommes sort une arme, mais au moment où il s'apprête à tirer, une petite équipe apparaît. Ils neutralisent les deux hommes et emmènent Charlie avec eux. Pendant ce temps, Carol se prépare pour une conférence de presse, mais son assistant la trouve avec un rapport. Il s'avère que la veille, le Premier ministre a contourné Carol et a signalé le véritable état de l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé. Il a demandé l'envoi d'experts pour aider la Norvège et une équipe biologique suisse est déjà arrivée à la frontière. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à entrer, on les informe que les autorités norvégiennes n'ont pas approuvé leur demande. Le Premier ministre ne comprend pas car il a approuvé personnellement la demande. Il tente de faire entrer l'équipe de force, mais plusieurs hélicoptères apparaissent dans le ciel. Les hélicoptères annoncent qu'en vertu de la loi spéciale, les militaires prennent le contrôle et menacent d'ouvrir le feu sur quiconque désobéit. Avant que le Premier ministre puisse comprendre, il est entraîné à l'intérieur par ses gardes. En retournant à son bureau, il trouve Carol et découvre que c'est elle qui a rejeté la demande de l'équipe. Il comprend enfin tout. Elle raconte qu'il y a 1 an et demi, une ferme de saumon norvégienne a été infectée par une maladie de l'œil rouge causée par l'élevage à haute intensité où les saumons se frottaient contre les filets, entraînant une inflammation. Le propriétaire de la ferme a soigné les saumons avec des médicaments, mais cela a attiré l'attention du ministère de la Santé. Pour éviter toute interruption de l'approvisionnement en saumon, ils ont décidé de développer un vaccin pour éradiquer la maladie. Ils ont donc engagé le laboratoire de Kenny qui a découvert que la Yersinia pestis était très efficace contre la maladie de l'œil rouge. Le laboratoire a alors commencé à l'étudier. Ils ont modifié les propriétés de la bactérie et synthétisé une nouvelle souche. Après 6 mois de dur labeur, le vaccin a été développé. Kenny a apporté le vaccin à la ferme et a injecté un petit nombre de saumons dans un bassin. Initialement, la maladie a été efficacement contrôlée. Cependant, lors de recherches ultérieures, Kenny a découvert que la Yersinia pestis modifiée, bien qu'elle ait résolu le problème, subissait des mutations incontrôlables après avoir été injectée au poisson. Les yeux du saumon ne sont pas seulement devenus rouges, mais leur bouche aussi. Kenny voulait prélever des échantillons, mais au cours du processus, lui et un membre de l'équipe ont été infectés. En apprenant cela, Carol a interrompu la recherche. Ils ont détruit tout le matériel et les saumons injectés ont été jetés comme déchets dangereux. Mais, à leur insu, certains des saumons ont été emportés vers la côte. Le poisson a attiré des rats qui l'ont mangé et ont transporté l'agent pathogène dans la société, déclenchant l'épidémie. Quand Carol a appris l'existence du foyer, elle a prévu d'utiliser l'épidémie pour éliminer tous les réfugiés. Connaissant la vérité, le Premier ministre veut en informer le public, mais Carol le lui interdit. Elle révoque toute son autorité. En raison de la disparition de Charlie, les recherches de Lisa sont forcées de s'arrêter. Pour aggraver les choses, son propre fils a contracté la peste. Alors qu'elle lutte pour savoir quoi faire, une policière la trouve et l'emmène dans une usine abandonnée, où elle retrouve Charlie. Il est totalement rétabli. À ce moment-là, un homme émerge de l'ombre. Lisa découvre que les personnes qui ont tenté de tuer Charlie étaient sous le commandement de Carol. La direction soupçonnait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas au sein du gouvernement norvégien et qu'elle avait écarté le Premier ministre. Mais l'homme, n'étant que de la direction, ne pouvait pas commander les militaires. Heureusement, la direction avait quelques ressources propres et ils ont réussi à intercepter Charlie. Lisa prélève des échantillons de sang sur lui et les étudie, découvrant un type de bactériophage dans son sang qui peut dévorer la peste mutante. Cette découverte remplit Lisa de joie.
Elle extrait immédiatement le bactériophage et l'injecte à son fils. Après une nuit de repos, il est complètement rétabli. Sachant que le vaccin de Lisa fonctionne, Carol ordonne à l'agent de l'éliminer. Mais quand lui et ses hommes arrivent au camp, elle et sa famille ont déjà été emmenés par l'homme de la direction. Avant de partir, elle avait pris des dispositions pour qu'une société pharmaceutique commence à produire l'antidote. Grâce aux nouveaux médicaments, l'épidémie est enfin contrôlée. Cependant, sous la pression de Carol, le Premier ministre évincé est forcé de démissionner et elle prend sa place. Sur une petite île, en Norvège, Lisa, Charlie et les autres ont été installés par l'homme, vivant désormais cachés du nouveau régime, terminant ainsi la première saison de The Fortress, série de science-fiction et de suspense de 2023. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.